toute façon, je ne crois pas qu'il aurait été possible de me diagnostiquer. Alors si je l'avais été plus tôt, évidemment, il me semble que à la fois, mais tout dépend vraiment de l'entourage en fait, à la fois peut-être cela m'aurait-il épargné, je dis bien peut-être, cela m'aurait-il épargné une quantité de souffrance, de déconvenues, parce que les personnes auraient peut-être pu comprendre pourquoi j'avais par exemple besoin de me retrancher, pourquoi j'avais besoin de silence, pourquoi voilà, une quantité de comportements. Et donc, je n'aurais pas été en but au même traitement peut-être que j'ai pu connaître. Bonjour à tous, une nouvelle interview. J'ai perdu le numéro, je ne sais plus à combien on est. Je suis ravi de retrouver Eric de Russe. On échange depuis quelque temps avec Eric, qui fait un travail magnifique, original du monde ou de la planète ou de l'univers dans lequel il est, à la fois de HPI, de TSA, mais avec son approche de philosophe, de poète, de chercheur. C'est-à-dire il a des médiums et des nuances, beaucoup de nuances d'ailleurs. C'est ça que j'aime beaucoup dans l'écriture d'Éric. C'est extrêmement subtil et en même temps très, très orienté solution du combat qu'il mène depuis tout le temps, tout en offrant des perspectives, une posture, quand bien même la vie n'est pas simple, de là où il est dans son monde, que je partage un peu ou que d'autres partagent, parce que il est plus dû au TSA qu'à HPI, mais HPI vient comme soutien et contributeur. Donc c'est un peu voir tout ça. Vous avez, et on va reparler, on mettra avec Gaëtan, vous allez avoir le livre d'Éric, La grâce de l'altérité. On va partir de l'altérité. Deux autres livres que j'ai, c'est un recueil de poèmes. Vous l'aurez en vision sur le Zoom, et la parole ardente. Est-ce que vous la voyez, cette parole? elle est ardente et ténue. Donc on va se promener là-dedans, et surtout ce qui m'intéresse, c'est qu'Éric puisse parler de là où il est et comment il mène, en donnant des pistes, en vous donnant des pistes pour les gens concernés, des pistes et de l'espoir sur la manière dont on peut interagir avec le monde, parce que globalement, il y a pas que de la mauvaise volonté, il y a beaucoup de maladresse, il y a beaucoup d'incompréhension, de part et d'autre d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas deviner ces fonctionnements étranges anthropologiques de fonctionnement, et qu'il faut bien essayer de cohabiter et coexister le mieux possible. Voilà, Eric, je vous laisse poursuivre. Et est-ce que je peux vous demander, en général, je fais ça, j'ai toujours du mal, et pour moi et pour les autres, à les présenter. Ce que vous auriez envie de dire de la présentation la présentation de vous, à la fois les diplômes et votre parcours, mais aussi la manière dont vous les habitez spécifiquement en tant qu'écrivain, poète, chercheur. Tout d'abord, je vous remercie vraiment de me recevoir. Je dirais que je n'ai découvert que tardivement, même très tardivement. Je n'ai été diagnostiqué donc sur le spectre de l'autisme que très tardivement, et testé ensuite HPI. Donc tout cela, je n'en ai pris conscience vraiment, au sens où j'allais avoir des dénominations. Je n'en ai pris conscience que vraiment tardivement. Mais le vécu dont il est question et auquel vous faisiez référence, ce vécu, évidemment, c'est le mien depuis toujours. Dans le livre intitulé La grâce d'altérité, qui a été écrit avant et quasiment de façon concomitante donc au diagnostic, je n'ai eu que ce vécu sur lequel m'appuyer. Et
comme vous le dites, cela a toujours été mon souci, et ce souci éclaire, je le dis rétrospectivement, les études et le domaine dans lequel je me suis spécialisé, en l'occurrence celui de la philosophie. Donc c'est la médiation de l'écriture. J'ai essayé de rendre par l'écriture intelligible, de donner accès à ce vécu d'altérité. Donc pour d'autres, soit ceux qui le partageaient et qui pourraient entrer en résonance avec, soit ceux pour qui ce vécu était vraiment étranger, mais qui, parce que c'est mon pari, nous partageons malgré tout une langue commune, une langue apprise, eh bien que cela pouvait aussi en saisir quelque chose. Donc c'est vraiment mon travail, et c'est plus qu'un travail, je pense que c'est une nécessité. C'est de dialoguer, je dirais, de faire entendre dans une langue apprise, eh bien, un vécu qui est autre ou que je désigne comme autre. Voilà, et de ne pas rompre ce lien, la possibilité d'un dialogue entre les mondes, finalement. Donc, évidemment, les médiations dont mes études m'ont doté, à savoir les médiations du concept pour la philosophie, mais également la médiation des symboles, parce que nous en parlerons peut-être, je pense, par symbole, par image, et donc la dimension poétique, évidemment, qui est propice, en tout cas qui est le prolongement de la pensée symbolique. Eh bien, finalement, ces deux modalités de la parole allaient cohabiter, s'allier l'une à l'autre en moi et concourir à ce que j'exprimais, à savoir ce désir, cet effort aussi, pour rendre intelligible et pour dialoguer, pour établir un dialogue. Voilà. Sinon, du point de vue de mon état de vie, entre guillemets, donc je suis marié et j'exerce donc jusqu'à présent la profession dont j'enseigne la philosophie. J'écris et je continue évidemment à travailler, à chercher, à m'interroger. Ma thèse de doctorat en philosophie portait sur la pensée éducative d'une phénoménologue allemande qui s'appelle Edith Stein, qui a été disciple de Edmund Husserl. J'ai travaillé sur le lien entre l'anthropologie et l'éducation, puisque le domaine de l'éducation est aussi un champ d'ancrage pour moi. Voilà, donc l'agrégation, le doctorat et l'enseignement constituent, on va dire, des polarités de mon activité. Très bien, j'espère qu'on va revenir sur Edith Stein. Sur ce que vous disiez avant, est-ce que votre intention, donc ce que vous avez dit, c'était de pouvoir communiquer, mettre de l'intelligibilité, des passerelles et sans doute du sens et sans doute de l'espoir pour les personnes concernées, mais aussi rendre de la visibilité, de la clarté, de la compréhension pour ceux et celles qui ne sont pas concernés. Mais est-ce que, et c'est là ma question, c'était pas aussi une forme d'intelligibilité pour vous, entre vous et vous? Vous avez parfaitement raison. Je crois que les deux sont inséparables et en effet, il ne faudrait pas me prêter la seule intention très louable et magnifique de vouloir me faire comprendre des autres. Je pense que c'est sans doute au moins autant la nécessité d'accéder pour moi-même, en moi-même, à la plus grande clarté possible, la plus grande intelligibilité. Et ceci d'autant plus, comme je vous l'ai indiqué au départ, que je n'ai appris que tardivement la dénomination, disons, de ce qui allait jeter un éclairage sur mes fonctionnements jusqu'à ce jour, et je n'avais rien lu sur l'autisme avant, je n'en avais même à peu près jamais entendu parler, pas plus que je n'avais lu quoi que ce soit sur le HPI. Et donc, une fois les dénominations posées, dans un cas par le biais d'un diagnostic, dans l'autre sous la forme d'un test, eh bien, je devais moi-même m'approprier
ce que cela voulait dire, parce que je n'en savais rien. Et donc ce travail est aussi, là pour le coup, c'est un travail que j'effectue actuellement, puisque comme je l'ai dit, la Grâce altérité a été écrite avant. Maintenant, là où j'en suis, j'essaie de travailler à m'approprier ce que cela signifie, donc à le rendre intelligible pour moi, et j'espère que cela pourra donner lieu à une autre publication synthétique, accessible, sur finalement ce que l'on appelle les fonctionnements neurodivergents, ou plus largement sur la neurodiversité. Donc oui, vous avez parfaitement raison. C'est une exigence d'intelligibilité de moi à moi-même, sans laquelle de toute façon je ne pouvais guère rendre intelligible aux autres ce qui ne le serait pas pour moi. Ce qui est étonnant, parce que si j'ai bien compris, le diagnostic de TSA, vous l'avez reçu à la toute fin du livre, et Oui, que c'est très surprenant, parce que c'est vraiment un livre d'autiste, mais avec une espèce de transparence. Et ce que j'ai reçu, d'où ma remarque, c'est que vous avez une écriture qui est magnifique, de nuances et de subtilité, de richesse d'écriture. Et de la manière dont je le vivais, c'est comme si vous travailliez entre vous et vous pour oui, clarifier à l'extérieur, pour faire une externalisation oui. d'un monde intérieur. Bon, vous le dites parfaitement, et d'ailleurs nous ne nous étions pas entretenus sur ce point précisément. Donc, et là vous atteignez la cible, si j'ose dire, au cœur du cœur, puisque ce que vous ne saviez pas, et donc que je peux dire maintenant, c'est qu'initialement ce travail d'écriture qui a obéi à une nécessité intérieure, au regard des difficultés et des impasses, il faut le dire, dans lesquelles je me trouvais, c'est toujours la médiation de l'écriture, hein, qui a été pour moi une sorte de planche de salut, et donc là, ça s'appliquait à un vécu. Et au départ, j'ai utilisé la médiation. Vous disiez objectiver, externaliser, rendre, enfin, se donner finalement, projeter en dehors de soi cette expérience intérieure. Eh bien, je m'étais donné, en fait, j'avais imaginé que celui qui écrivait, euh, bien sûr, c'était moi, mais qu'il portait un autre nom. Donc, je m'étais même donné, avant même de penser à une quelconque publication, c'était imposé à moi, ce n'est même pas que je m'étais donné, ça s'était imposé, que celui dont il était question, qui était moi, eh bien, j'allais le nommer. En fait, j'avais inventé une anagramme, Eric Zuder, parce que j'aime beaucoup cette musicalité. Et donc, c'était à la fois euh, une stratégie d'écriture qui allait me permettre justement, eh bien, d'entrer mieux dans ce travail d'objectivation. Donc, vous le dites très très bien, c'est-à-dire que avant même que je n'ai eu connaissance du diagnostic, dans ce travail d'écriture, il y avait déjà, de façon peut-être confuse, en tout cas pas aussi claire qu'aujourd'hui, mais il y avait déjà une volonté, sans doute, à mon insu en partie, d'approcher, de décrire, d'analyser, avec toutes les nuances dont vous parlez, de coller au plus près, en un mot, des ondulations de ce vécu. Et pour cela, je devais, comme le regarder, comme un spectateur l'aurait fait. Et pour cela, donc, j'ai aussi utilisé la médiation d'un nom dont je savais qu'il renvoyait à moi-même, mais qu'il me permettait aussi d'introduire entre moi et moi cette distance salutaire au travail que je me proposais de faire. Enfin, moi, je sens physiquement les choses et les gens et les textes et les écrits, voir les photos. Et Oui, j'ai pris ça dans le ventre, comme un espèce de dialogue intérieur. Et ce que vous disiez au début, c'est ça. Vous n'étiez pas diagnostiqué, c'est incroyable. En gros, vous n'aviez pas les pollutions ou les filtres ou des empreintes qui peuvent perturber d'ailleurs les représentations. De la manière dont vous l'avez écrit, vous avez des nuances qui sont extrêmement subtiles, que moi j'ai ressenti comme une recherche personnelle de clarification. C'est plus que de la clarification, de mettre des mots pour éviter des espaces ou du trouble. Et puis on reviendra sur les silences et la parole, qui est aussi un sujet
pour vous et que je partage. Euh, et alors, est-ce que ce dialogue intérieur, ou la manière dont vous vous êtes dédoublé ou dissocié, mais c'est pas une dissociation, des fois je parle de bilocalisation. Il y a une partie de vous, puis une autre partie de vous. Est-ce que ça pourrait être une partie HPI, qui est en général une ressource quand on a les deux, qui vient essayer de disséquer la partie TSA et trouver des éléments de langage ou de nuances, de couleurs, de la polychromie des deux, qui est quand même un exercice assez subtil, pour essayer de mettre ça en paix, parce qu'en même temps, vous y mettez du sens. C'est-à-dire, la manière dont vous le posez avec une intention, Oui. que ça soit pas, comme vous le dites, une forme de résistance ou de condamnation, et puis on va revenir sur le sujet de l'altérité, mais en fait, de poser, c'est comme une ligne de crête. Votre bouquin, pour moi, c'est une ligne de crête. On peut se casser la figure des deux côtés, et il faut tenir en équilibre au milieu. Alors, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, les images que vous employez, puisque j'ai une pensée par image, me parlent particulièrement. En grec, arrêter, la vertu, c'est justement le juste équilibre entre deux excès. Aristote dit le courage, c'est un milieu, mais le milieu, c'est tout sauf quelque chose de tiède. C'est une excellence, en fait, une ligne de crête entre deux excès qui sont la lâcheté ou la témérité. L'un ou l'autre sont des excès, soit par défaut, soit par justement excès. Et puis le courage se tient au milieu. Et en effet, je devais marcher sur une ligne de crête. Alors, je n'en avais pas aussi clairement conscience que c'est le cas maintenant, et a fortiori lorsque je dialogue avec vous, puisque ce n'est pas non plus toujours évident de trouver un vis-à-vis ajusté à ce type de dialogue, donc je vous en remercie. Eh bien, d'ailleurs, je le dis à un moment donné dans le livre, je crois que c'est dans le chapitre que j'intitule de haute lutte, je dis que j'ai toujours été finalement comme un danseur sur un fil ou un funambule. Je parle du funambule. Et vous voyez, en fait, c'est maintenant que je réalise que je mets en relation, que j'établis une corrélation entre ce que vous me dites et ce que j'avais écrit. Mais je ne l'avais écrit qu'à partir de mon vécu. Et en effet, je dis dans ce chapitre de haute lutte que je me suis donc adapté. Je vais revenir sur peut-être le rôle du HPI, mais que ça fait illusion, c'est-à-dire que du dehors, peu soupçonnait, alors même que moi, j'avais la conscience permanente d'être comme un funambule, me tenant sur un fil, ou bien j'emploierais une autre image aussi, un danseur qui aurait en permanence à garder un équilibre sur un plan incliné, car le quotidien était ce plan incliné, et il fallait que je maintienne l'équilibre. Donc vous voyez que ce soit l'image du danseur sur le plan incliné ou du funambule sur son fil, tendu dans l'espace, eh bien dans les deux cas, c'est la ligne de crête, c'est-à-dire à chaque instant, on peut glisser et on peut, chuter. Alors pour le HPI, je ne l'ai su qu'après, puisque je ne savais rien de tout cela. Enfin, je ne savais rien. Je pense que en réalité, j'avais une intuition qui ne mentait pas. Et c'était le kairos, le moment opportun pour moi, à ce moment-là de mon existence, puisque les choses, voilà, j'ai pu les écrire. Mais à part cette intuition, je ne savais rien. Or, j'ai appris bien plus tard en lisant certaines études, que la conjonction du TSA avec le HPI, donc le croisement, les Anglais parlent de twice exceptionality, de double exceptionnalité, c'est-à-dire ce croisement, en tout cas entre ces deux spécificités, pouvait induire ou faciliter des stratégies de masquage du TSA du fait des aptitudes dont nous dote le HPI, aptitudes grâce auxquelles, il faut le dire, eh bien, l'adaptation se fait. Mais en réalité, il ne faut pas cacher au prix de quoi elle se fait, parce qu'elle exige une quantité d'énergie et elle n'exclut pas, loin de là, les difficultés. Donc je pense en effet que le HPI, outre l'adaptabilité accrue qu'il m'a permise, m'a également sans doute doté d'aptitudes analytiques, réflexives, que
que j'ai pu mobiliser pour élucider le vécu autistique. Je le dirais ainsi. Et je pense que les deux masquent les deux. Le TSA masque le HPI masque le TSA, ce qui pourrait être une double peine Oui. sur le sujet, en fait, ce qui est une ressource, mais ça, c'est pour la partie visible, mais si on passe derrière le miroir, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le TSA, ce que vous expliquez très bien dans le livre. Je pense que c'est un jeu de déséquilibre permanent. En fait, il n'y a pas d'équilibre. Si, c'est comme Exact. sur un vélo, si on s'arrête, on tombe. Il faut être tout le temps en train de pédaler à des vitesses différentes. Oui, d'ailleurs, je me fais la réflexion que c'est la condition anthropologique de l'être humain. C'est le roi Gourand qui dit que l'un des critères d'humanisation de l'être humain, c'est l'accès à la station verticale, donc la marche. Nous sommes structurellement des êtres en marche, et la marche, c'est un déséquilibre perpétuellement maîtrisé. Et donc, à cet égard, je pense que ma condition m'accorde à cette vérité anthropologique. Et en effet, on me dit tout le temps, on m'a toujours dit que j'étais excessif, et on a voulu me faire l'apologie toujours de l'équilibre, la merveille de l'équilibre, ou me présenter l'équilibre comme justement une sorte de summum à atteindre, voire peut-être de couronnement de la normalité. Alors vous imaginez bien que pour moi, c'était peine perdue, puisque d'une part, je ne crois même pas que ça m'intéresse en fait. Je ne crois même pas que l'équilibre m'intéresse. En fait, non, ce n'est pas que je ne crois pas qu'il m'intéresse, c'est que je crois que ça ne m'intéresse pas. Voilà exactement ma pensée. Ça ne m'intéresse pas l'équilibre parce que je crois que c'est une fiction, ou bien c'est une réalité transcendantale, c'est-à-dire que c'est une réalité, l'équilibre, qui correspond à une économie peut-être universelle, mystérieuse, cosmique, mais au sein de cet équilibre transcendantal, c'est-à-dire qui est lié à la structure même de la réalité, nous-mêmes, paradoxalement, notre manière de vivre l'équilibre, c'est le déséquilibre. Notre loi est le déséquilibre. Et c'est peut-être par ce déséquilibre que nous sommes intégrés à cet équilibre transcendant. Voilà, je le dirais comme cela. Donc, oui, vous avez raison. En tout cas, cette situation de déséquilibre, pour ma part, ma condition me délivre de l'illusion d'un équilibre, soit que j'aurais pu atteindre, soit qu'il serait désirable d'atteindre. Est-ce que l'équilibre que demandent les gens, c'est vraiment de l'équilibre? Et puis je fais juste un arrêt sur image, c'est-à-dire que je pense que HPIT, ça, on est dans un monde anthropologique. C'est un décalage culturel majeur. On n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes implicites, on n'a pas les mêmes fonctionnements, on n'a pas les mêmes représentations, on n'a pas les mêmes métaphores, voire on n'a pas les mêmes mythes, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes désirs. Et là, je suis binaire, c'est-à-dire je parle des cartographies. Évidemment, il y a des choses qui se rapprochent. Et je ferme la parenthèse. Donc ma question, est-ce que l'équilibre, le manque d'équilibre qu'on vous a reproché, c'est pas un équilibre statique versus un équilibre dynamique, c'est-à-dire une espèce de moyenneté de politiquement correct qui fait que faut déranger personne, il faut être dans un consensus mou qui remet pas en cause les gens parce que on se comporte de la même manière ou de même méta qui fait qu'on questionne rien ou pas de manière officielle et visible parce que faut pas déranger les personnes et les codes et les habitudes, mais dans ce cas-là, c'est pas un équilibre, c'est un déséquilibre. Hein. On est dans le champ de la psychopathologie sociale si on va trop loin. Donc l'équilibre dont vous parlez, c'est un équilibre de type art martial qui est conduit par un jeu de déséquilibre pour rester debout. Mais c'est pas un équilibre de l'inertie du caillou qui bouge pas. Je Alors, pense.
Oui, tout à fait. Alors pour vous répondre, je dirais tout d'abord que de mon point de vue, puisque je parle à travers évidemment le point d'ancrage qui est le mien, de mon point de vue, ce que l'on persiste à appeler équilibre, ou en tout cas l'équilibre que l'on souhaitait me voir atteindre, c'était ce que j'appellerais l'idole de la normalité. C'est-à-dire, en effet, cette staticité, et vous faites bien de distinguer le stable et le statique, pour moi cette distinction est fondamentale. C'était une sorte d'état, en fait de mort, de non-vie pour moi. Quand je voyais ce que l'on souhaitait me faire atteindre en termes donc d'équilibre, hein, ou de normalité, c'était de me figer dans une représentation qui était celle que, à la manière d'un masque, hein, qui était celle que les autres souhaitaient, à laquelle les autres souhaitaient me voir correspondre, ou le masque qu'ils souhaitaient que j'endosse, mais je percevais que ça n'était pas conforme à la loi de la vie, pas du tout, c'était même l'inverse. Donc ça ne m'intéressait pas. Voilà pourquoi je disais que cet équilibre ou cette normalité, présentée comme le summum de ce qui serait atteignable ou désirable, ne m'a jamais du tout intéressé. Ce qui m'intéresse au contraire, hein, c'est la vie. Et la loi de la vie, c'est le mouvement, le stable, mais ce n'est pas le statique. Comme dit Bergson, c'est un auteur qui m'a beaucoup rejoint quand je l'ai rencontré, il dit la mobilité dont est faite la stabilité de la vie. Et quand j'ai lu cette phrase, c'est vraiment la réalité que je vivais. C'est-à-dire qu'il y a une manière d'être vivant qui fait que vous êtes dans un mouvement permanent, mais ce mouvement vous porte. Et en tant qu'il vous porte, il est votre sol. Et en tant qu'il est votre sol, il constitue pour vous une forme de stabilité, qui n'est donc pas statique, puisqu'il y a du mouvement, mais stable. C'est ce mouvement même qui est votre sol. Voilà. Donc, alors évidemment, tout cela, je ne pouvais pas le faire comprendre. En revanche, je le contemplais, cela, dans un art qui m'a toujours fasciné, et je comprends aujourd'hui mieux pourquoi, c'est la danse. Et mon dialogue avec notamment une danseuse classique qui s'appelle Mireille Nègre, qui était étoile, enfin première danseuse de l'Opéra de Paris. En fait, quand je l'écoutais parler et me parler de la manière qu'elle avait de tenir des équilibres en fixant un point au loin, d'une part, et d'autre part, en sentant en elle un centre en vibration. Et là, quand elle m'expliquait cela, j'ai immédiatement pensé à Bergson en me disant, mais oui, en fait, le centre, le point de stabilité, il est mobile. Et ça, la danseuse, elle le vit dans son corps. Et comme vous disiez tout à l'heure, pour moi, la pensée est un acte d'incarnation, c'est-à-dire que ce que je pense m'affecte viscéralement. Donc, dialoguer avec une danseuse qui n'intellectualisait pas, mais qui vivait, me permettait à la fois de répondre à la résonance viscérale qui est la mienne, mais en même temps d'intellectualiser, puisque c'est mon fonctionnement aussi. Voilà. Et donc, la boucle est bouclée, si vous voulez. Là, même si je n'arrivais pas à le faire comprendre, mais je pouvais vérifier pour moi la réalité de ce que je vivais, à savoir que l'enjeu de l'équilibre, c'est d'habiter le déséquilibre en tant que mouvement, mais qui est un sol, donc il y a une stabilité. Et je savais que c'était réel puisque la danseuse en fait le vit. Et en fait, il faudrait vivre comme des danseurs ou penser comme des danseurs, comme le voulait Nietzsche. Mais très peu y arrivent parce que la fixité ou la statue de sel, enfin, paraît plus confortable. En fait, je ne pense pas du tout que ce soit confortable. Ce n'est pas la vie, tout simplement. Non, et j'aime bien que vous rameniez Bergson parce que je trouve que c'est un génie et un atypique en tout cas.
qui a produit des choses magnifiques. Et cette notion de stabilité et de statique, sur la ligne de crête, si on est statique, on tombe. Si on veut être stable, il faut avancer, c'est comme marcher. Si on marche que sur un pied ou que sur les deux pieds en même temps, il va se passer des choses. Donc les points de stabilité sont des points dynamiques Oui. en soi. Euh, le lien que je fais de ça, c'est, on est dans une société, en particulier en France, de pathologisation à tout crin. Oui. Et donc, sur ce que vous venez de dire de la nuance, l'équilibre et du statique, c'est-à-dire que les profils comme le vôtre ou comme on a pu le faire sont pathologisés sous prétexte qui sont à l'extrême ou qui sont dans des jeux de déséquilibre qui dérangent le statique, alors que, comme je l'explique parfois, la normopathie est une maladie grave. Ce que disait Dabrowski par ailleurs, qui expliquait que le fait de créer ces changements et ces transformations, voire des états de type dépressif, après je reste prudent parce qu'il y a quand même des vraies maladies, hein, bien sûr, sont une forme de santé psychique, psychiatre et psychologue, santé psychique, et que le fait de pas bouger dans une gangue, il le dit pas comme ça, est un état de maladie psychique, mentale. C'est-à-dire, paradoxalement, c'est cette forme de staticité qui rend les systèmes malades individuellement et collectivement. Le problème, c'est comme les collectifs sont malades, les gens se trouvent en bonne santé parce qu'ils sont malades avec des malades. Voilà. Et par les petits cours, et que c'est extrêmement dangereux, avec vraiment des projections très vite pathologisantes sur les HPI, sur le TSA. HPI n'est pas une maladie, TSA n'est pas une maladie, c'est un fonctionnement particulier, quand bien même ça dérange le monde de la norme. Et je vous laisse poursuivre. Euh, alors, euh, si vous voulez, c'est vraiment à partir du moment où j'ai reçu un diagnostic que j'allais me trouver affronté à ce véritable rouleau compresseur disons, de l'obsession du pathologique. Et d'ailleurs, le diagnostic lui-même, fondé sur le DSM-5 maintenant depuis 2013, a absorbé ce que jusqu'alors on pouvait appeler le syndrome d'Asperger dans les troubles du spectre autistique, qui sont donc des troubles dits envahissants, et la dénomination même de trouble induit évidemment l'idée que nous tombons sous le coup du pathologique et pas du structurel, et donc que l'on doit être soigné. Alors, évidemment, ma position est la suivante, mais c'est une position dynamique, c'est-à-dire que je fais droit à la dénomination, c'est-à-dire je ne conteste pas unilatéralement le bien fondé d'un diagnostic qui dit quelque chose et qui nomme. En même temps, il y a une ambiguïté du diagnostic et de tout diagnostic qui est la suivante, c'est que cette dénomination, c'est à vous de l'habiter, non pas comme un périmètre à l'intérieur duquel vous seriez tenu de vous tenir, mais il faut la métaboliser. Et donc, à la fois, j'entendais ce qui était dit avec le risque, en effet, de la pathologisation, et d'ailleurs dans la façon qu'ont les gens habituellement de recevoir le diagnostic lorsque une personne TSA en parle, on voit bien que souvent, moi, j'ai entendu l'expression que on espérait que je guérirais, par exemple. J'ai entendu cela. Donc, c'est bien le paradigme de la pathologie qui domine. Très vite, en tout cas, je m'en suis détaché dans la mesure où j'ai bien compris et très clairement que ce serait manquer et passer à côté complètement de la vérité, de la profondeur, de la réalité de ma condition, que d'en rester là.
et qu'il fallait donc s'en détacher très vite. Et donc, je sais aujourd'hui, mais en France, en effet, notre retard est considérable en la matière. Je sais aujourd'hui que le TSA, en l'occurrence, eh bien, c'est une condition neurodéveloppementale, c'est-à-dire que les variations génétiques qui font partie de l'espèce humaine impactent le fonctionnement cérébral et que cela se traduit par des modes particuliers de traitement de l'information, des informations sensorielles et de toutes les informations, d'un rapport perceptif particulier au monde, etc. Donc, en fait, à partir du moment où on comprend que c'est un fonctionnement qui est objectivable, même si, attention, sur ce spectre, il n'y a pas deux individus autistes qui se ressemblent, eh bien, à partir du moment où on comprend que c'est ce que j'appellerais une condition ou une structure neurosensorielle. Pour moi, aujourd'hui, je dis cela. En fait, j'ai une structure neurosensorielle telle que elle informe, je ne dirais pas impacte, ni même, mais qu'elle informe mon vivre, ma perception, ma compréhension. Et qu'il faut pouvoir faire droit à cela comme euh, s'inscrivant dans la réalité même de ce qu'on appelle la neurodiversité. Donc arrêter de le considérer en effet de façon hyper normative, avec toute la violence que cela suppose, comme une anomalie qu'il faudrait surtout, et toujours bien sûr de la part de ceux qui le veulent avec les meilleures intentions, qu'il faudrait écraser, dissoudre et ramener à cet équilibre statique dont vous parliez au départ. Voilà, je ne suis pas dupe du tout. Ensuite, ensuite, l'ayant compris, les difficultés n'en sont pas moins réelles au quotidien, car nous vivons, que nous le voulions, non dans un à l'intérieur d'un paradigme de la normativité, euh, qui, euh, pour qui s'ouvrir à ce que je dis et à ce que d'autres disent, évidemment, est fragilisant. Parce que c'est accepter en effet de passer du statique au dynamique, donc c'est aussi un renversement, une véritable métanoïa, et, et ça a un effet déstabilisateur pour un système. Donc j'explique aujourd'hui par là les mécanismes souvent de déni, de défense que je rencontre, finalement qui empêchent souvent les personnes de sortir du paradigme du pathologique. Ouais, et en fait, ce que je dis souvent aussi, c'est que, enfin, je dis souvent parce que j'ai pas trouvé mieux, sinon je me corrigerai, c'est que on fait symptôme d'un système, on fait symptôme d'une culture. C'est-à-dire que quand ces personnes-là, je suis générique, viennent critiquer ou juger ou pathologiser TSA, voire même HP, hein, aujourd'hui il y en a qui s'autorisent ça, en fait c'est moins ce qu'ils produisent sur les autres de ce que ça dit d'eux-mêmes, de leur Oui, incapacité, de leur fragilité psychique, parce qu'on vient déranger leur espèce d'équilibre à la fois précaire, où ils ont une gangue extrêmement fragile d'une structure psychique et psychologique, évidemment accélérée depuis 4 ans avec tous les phénomènes du Covid. Et en gros, on vient déranger leur staticité extrêmement fragile et instable, paradoxalement, parce que statique est plus instable que la stabilité. Et c'est ça qu'on produit sur eux. Et comme ils n'assument pas pour un certain nombre de raisons, y compris légitimes, hein, qui sont tout à fait défendables, en fait, ils viennent nous faire payer, en fait, des choses qui leur appartiennent. Parce que on est des surfaces de projection qui viennent déranger leur propre image d'eux-mêmes, c'est-à-dire leur propre dialogue intérieur pour lequel ils n'ont pas le courage, la volonté ou autre chose de le traiter avec eux-mêmes. Et la société contribue à ça. oui, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il s'agit, enfin il s'est agi pour moi de trouver le juste rapport à ces personnes-là.
et à ce discours-là. Je m'explique. D'une part, cet effort d'intelligibilité pour moi-même et ce désir aussi de faire comprendre. Il ne s'agit pas seulement de comprendre, mais aussi de faire comprendre. Eh bien, évidemment, vous expose à rencontrer les réactions que vous venez de décrire. Des réactions de protection, de déni, et donc de projection sur le vis-à-vis que je suis, ou que d'autres neuroatypiques sont, de projection qui sont fragilisants. Donc, d'un côté, euh, tout l'enjeu, c'est pour moi comment ce que j'ai compris et ce que je ne cesse d'approfondir, je, je, je me sens intérieurement poussé à le partager, et donc à l'élucider, à le communiquer, mais en même temps, euh, parvenir également à rester indemne, si j'ose dire, de ces projections qui sont parfois déclenchées, qui sont des effets collatéraux. Euh, Parce que finalement, si ces projections devaient m'atteindre tellement ou trop, eh bien, elles m'inciteraient à ne plus chercher à entrer en dialogue et à me replier, en me disant que de toute façon, il y a là quelque chose d'incommunicable et donc, eh bien, je me retire du jeu. Ce qu'actuellement je ne crois pas être pour moi en fait le chemin, mais d'un autre côté, vouloir dialoguer ou communiquer suppose aussi de parvenir à trouver les moyens d'un recul suffisant pour ne pas être trop affecté ou endommagé par les projections dont vous parliez. Donc c'est un équilibre, là encore, très délicat et profondément dynamique. Et selon les étapes de la vie, selon les moments aussi que nous traversons, nous sommes plus ou moins aptes à nous exposer et nous avons plus ou moins besoin, au contraire, de nous protéger. Ouais, j'ai une question au regard de vos étapes. Votre diagnostic TSA et HPI sont arrivés tardivement. Alors j'ai deux questions qui vont ensemble, en plein et en creux. C'est un double face. De l'expérience que vous avez de vous-même aujourd'hui et de la vie que vous avez eue, qu'est-ce qui aurait été différent dans votre vie si vous l'aviez su jeune? Et en même temps, pour vous, parce que cette question, elle arrive toujours, enfin je l'entends tout le temps des parents, est-ce qu'il faut prévenir les enfants et pourquoi et comment? Alors, C'est-à-dire, à partir de votre cas particulier, est-ce qu'on peut faire des généralités ou des préconisations globales avec toutes les nuances que cela requiert? Alors d'entrée de jeu, je dirais pour ma part que je ne pense pas qu'il soit possible à partir de mon cas particulier, puisque c'est ce que vous venez de dire, il soit possible de généraliser. Bon, aussi pour une raison, que ce soit moi ou n'importe quel autre cas particulier, pour une raison, c'est que quand on demande à une personne de se mettre dans la perspective d'avoir su quelque chose qu'elle n'a su que plus tard et de savoir comment, si elle l'avait su, les choses se seraient déroulées, je n'arrive tout simplement pas en fait à le concevoir. Je ne sais pas ce qu'aurait été. En fait, je pense pouvoir dire, je ne sais pas ce qu'aurait été mon vécu si j'avais pu être diagnostiqué plus tôt. Déjà, je peux dire que cela, en fait, cela m'apparaît très probable d'avoir pu être diagnostiqué très tôt, puisque finalement, seulement en 81, Lorna Wing a employé le terme de syndrome d'Asperger. Donc c'est bien plus tard, en 94, qu'il a été plus ou moins, enfin, quand l'on en a parlé, même si à partir de 2013, il a, comme je le dis, été absorbé par le DSM-5. Donc, en fait, l'idée, en fait, j'ai grandi à un moment où je suis né et j'ai grandi à un moment où l'autisme était, disons, méconnu, ou bien seulement à travers des caricatures
que sont, on le réduisait, si vous voulez, à ce qu'on en appellerait aujourd'hui l'autisme de Kenner, donc avec quand même des déficiences significatives, cognitives, liées au langage, etc. Et puis, sinon, on le confondait avec le syndrome du savant. Donc, de toute façon, personne dans mon entourage n'aurait eu les moyens à l'époque d'engager ou de s'interroger même. On l'imputait non à une originalité. On me disait, j'ai entendu très tôt que j'étais un fou mais pas dangereux. Que j'étais excessif, que voilà en fait. Bon, donc de toute façon, je ne crois pas qu'il aurait été possible de me diagnostiquer. Ensuite, mais peut-être est-ce une reconstruction a posteriori. Moi, je pense que pour chacun, le moment où la démarche de diagnostic, à supposer qu'elle soit volontaire, hein, j'entends là, je me place dans la situation d'une personne qui engagerait une démarche, donc je ne parle pas de l'enfant là, eh bien je pense qu'à partir du moment où pour une personne, la démarche est engagée volontairement, c'est qu'elle correspond bien à elle porte en elle sa légitimité. Et donc, je pense qu'il faut respecter évidemment cela. Alors, si je l'avais été plus tôt, évidemment, il me semble que à la fois, mais tout dépend vraiment de l'entourage, en fait. À la fois, peut-être, cela m'aurait-il épargné, je dis bien peut-être, cela m'aurait-il épargné une quantité de souffrances, de déconvenues, parce que les personnes auraient peut-être pu comprendre pourquoi j'avais par exemple besoin de me retrancher, pourquoi j'avais besoin de silence, pourquoi voilà une quantité de comportements. Et donc, je n'aurais pas été en but au même traitement peut-être que j'ai pu connaître. Mais d'un autre côté, mais c'est peut-être là le HPI qui m'a aidé. Mais d'un autre côté, les difficultés avec lesquelles je me suis trouvé aux prises, eh bien j'ai dû les métaboliser en puisant en moi des ressources et sans pouvoir m'installer, parce que c'est aussi le risque. Il faut aussi avoir, me semble-t-il, l'humilité de reconnaître qu'à l'égard d'un diagnostic, on peut aussi être en rapport de complaisance. On peut, à certains moments, voilà, s'y installer. Donc là, je n'ai pas pu. Et le fait de n'avoir pas pu m'installer, d'être désinstallé, c'est le cas de le dire, eh bien, m'a obligé à à puiser des ressources que peut-être, je n'aurais pas pu découvrir ou soupçonner si j'avais été trop tôt, très tôt, plus tôt diagnostiqué. Donc, je ne sais pas. Pour ma part, je dirais néanmoins aujourd'hui mais que on- il me semble que le contexte dans lequel nous sommes est plus apte du fait des découvertes aussi qui sont faites, parce qu'il y a des travaux très sérieux et on ne peut pas les nier. C'est un contexte qui a les moyens de se renseigner, de se documenter, de sortir justement d'une approche pathologisante et de comprendre à partir notamment des neurosciences un certain nombre de choses. Et que sur cette base-là, ça peut dépassionner le débat et ça peut inciter des parents, par exemple, à vouloir élucider les fonctionnements de leur enfant en les accompagnant au mieux et surtout en les regardant comme des personnes euh, qui, qui, qui ont leur place pleinement dans l'ordre du monde et qui ont une contribution irremplaçable à apporter, comme chacun. Et donc, surtout pas le regard pathologisant penché sur un malade qu'il faudrait à tout prix guérir. Voilà. Donc, je pense en tout cas que l'avancée des neurosciences, notamment, est une très bonne chose et que c'est la raison principale qui me fait dire aujourd'hui que si l'on se tourne vraiment vers des personnes compétentes, vers des personnes renseignées, vers des personnes qui ont lu, qui savent et qui savent de quoi il s'agit et qui savent accompagner, alors c'est très précieux, sans doute, d'être diagnostiqué et d'être vraiment accompagné. Sans doute, cela éviterait les effets négatifs collatéraux
que moi je n'ai pas du tout évité, mais au contraire avec lesquels j'ai eu à me débattre. Précieux, je pense, à la fois pour la personne concernée et en même temps pour la systémique familiale. Oui, En particulier, si dans la systémique familiale, il y a des gens concernés et des gens pas concernés, c'est ça. parce que ça crée des jeux de tension Ah oui, où à la fois il faut maîtriser ceux qui parlent la même langue en mode TSA invisible et codé, ceux qui sont HPI ou pas, qui rajoutent une dimension un peu de sniper et de dérangement très intellectualisé, ceux qui c'est ça. sont pas concernés, qui peuvent être exclus, comment ça touche la systémique familiale et comment ça touche le couple parental. Et pour ça, ça c'est super techno. Et Oui, il faut trouver des professionnels qui n'ont pas juste lu des bouquins, voilà, qui sont allés plus loin que ça parce que ça requiert beaucoup de courage, de ne pas être complaisant juste voilà. pour être gentil, mais d'être C'est ça. juste. C'est extrêmement compliqué. Oui, oui, c'est cette complexité, si vous voulez, c'est la conscience de cette complexité qui m'empêche évidemment de prétendre pouvoir généraliser quoi que ce soit à partir de ma propre expérience, mais simplement d'indiquer les pistes ou de traduire, disons, les intuitions qui sont les miennes aujourd'hui, ce que je viens de faire. À partir de quel âge, si vous en souvenez, vous avez découvert ou vous êtes rendu compte, ou le monde extérieur vous avez vous rendre compte que vous étiez différent et bizarre? Euh, Alors, aussi loin que je me souvienne, j'avais quand même dans l'enfance déjà des souvenirs où je lisais dans le regard des autres, c'est-à-dire dans la manière dont ils me voyaient, où je me reflétais dans leur regard, que certains de mes comportements leur échappaient. Ça, j'en ai eu très très tôt conscience. Dans la façon, par exemple, extrêmement, comment dire, volubile que j'avais d'exprimer une joie lorsque quelque chose m'exaltait et que les personnes ne comprenaient pas du tout pourquoi je pouvais m'exalter pour ce qui pour eux n'était pas du tout motif et exaltation, ou au contraire, à l'inverse, je pouvais m'effondrer, m'attrister, vraiment terriblement, alors toujours cet excès pour eux. Donc je voyais dans le regard très tôt, j'ai vu, mais je n'avais pas les mots que j'ai aujourd'hui évidemment, mais très tôt j'ai vu une sorte, je ne dirais pas de sidération, mais peut-être d'effroi à certains moments. Je lisais que j'étais motif de, ils étaient devant quelque chose qui se dérobait et qui les inquiétait. Voilà. J'ai lu de l'inquiétude. Et en même temps, c'était concomitant. J'ai reçu des injonctions très fortes, sous la forme de phrases, de sentences sans appel, que je dirais être aujourd'hui des partis pris de normalisation, c'est-à-dire immédiatement, de la part de ces personnes chez lesquelles je lisais une inquiétude, des réactions pour me faire entrer dans les rangs, pour m'expliquer que ça ne se faisait pas, qu'il fallait réagir autrement et en m'indiquant comment, mais moi je ne comprenais pas, évidemment. Donc je recommençais puisque je ne comprenais pas. Et puis je n'avais pas les mots pour faire entendre, en fait. Je voyais bien, à partir du moment où je déchiffrais cette inquiétude, je voyais bien que nous ne parlions pas ou que la même langue en un sens. Et donc voilà, très très tôt, à partir de, donc je vous dis, de certains comportements. Euh, ensuite évidemment, en grandissant, comment dire, j'ai la, la résistance que j'ai rencontrée allait devenir parfois une forme de violence. C'est-à-dire que là, un enfant, on peut plus ou moins, ou on peut se persuader, même si c'est faux, qu'il est plus malléable, que bon. Et avec quelqu'un qui grandit, un adolescent qui ne démord pas, qui ne se plie pas, eh bien, évidemment, il y a l'intimidation, il y a le chantage, il y a aussi la violence, il y a le rejet. Donc ça, évidemment, mais en fait, je ne comprenais pas ce que l'on me reprochait. Je ne comprenais pas ce que l'on me reprochait. Parce que même si je pouvais comprendre que mes comportements, mes idées parfois arrêtées, tranchées, euh, pouvaient déranger, il n'y avait pas de commune mesure
il y avait une disproportion entre ce que je pouvais comprendre et ce que l'on pouvait m'infliger. Je me disais, ça ne peut pas être que pour ça. Ça ne peut pas être seulement parce que je ne pense pas comme eux. Il doit y avoir autre chose parce que c'est tellement disproportionné. Le rejet, la violence. Et donc, évidemment, j'ai eu très tôt et toujours cette conscience de ce que j'appelle d'une altérité ou d'une étrangeté. Eh bien, je me suis débrouillé avec. C'est-à-dire, de toute façon, en un sens, je n'avais pas le choix. Donc, je devais avancer, marcher. Mais je pense que ça a été votre choix. Alors, je voulais venir à ça, c'est-à-dire que là, vous parlez de votre frontière à la surface extérieure. Si maintenant on rentre dans votre moteur, de vos dialogues intérieurs, parce que voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est face à l'effroi, face à ce que vous avez vécu, face aux distorsions, face à l'incompréhensibilité. C'est que c'est même pas une mauvaise intention, c'est que vous avez même pas le loisir d'avoir une mauvaise intention. Parce qu'il faut que comprennent les parents. C'est inaccessible. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à l'intérieur? Est-ce que vous avez pris des décisions, parce que très souvent les enfants prennent des décisions de leur rapport au monde, d'arbitrage, qui peuvent durer toute la vie, des choses qui sont extrêmement intimes, qui relèvent de la survie, mais qui peuvent être des empreintes qui durent, extrêmement traumatisantes. Il y a forcément quelque chose qu'il faut élaborer à l'intérieur, d'autant plus si on est HPI, pour survivre avec ce monde-là, qui, qui, qui va être invisible, mais qui va structurer et construire la personne avec une partie résilience et une partie métabolisation qui est pas la même chose pour moi. C'est-à-dire que la résilience, elle laisse des traces, elle reste des tranchants, elle laisse, c'est la même homéostasie. La métabolisation, on se transforme. Et il y a sans doute un peu des deux. Oui, alors évidemment, cela je ne peux l'analyser qu'avec recul, puisque l'enfant, comme vous le dites très bien, évidemment, met en place des mécanismes, il y a des mécanismes intérieurs, il y a une incroyable densité, intensité du vécu de l'enfant, sans que celui-ci ait les moyens, évidemment, de tisser les mêmes ponts que ceux que j'ai aujourd'hui. Donc, l'enfant que je fus, indéniablement, du fait de cette violence, je pense je le dirais ainsi aujourd'hui, c'est peut-être la première fois que je le dis, mais c'est votre question qui m'incite à le dire, je pense que j'ai quand même dû me dire que je n'avais pas ma place dans ce monde et que ce monde n'était pas pour moi. Et qu'il devait y avoir une erreur et pourquoi j'étais né dans ce monde. Qu'est-ce que j'y faisais? Ça, je crois pouvoir dire que je l'ai pensé indéniablement. Et en même temps, c'est très ambivalent. Et en même temps, la certitude, parce que mon expérience intérieure, puisque vous disiez que c'est ce qui vous intéressait, ce qui se passe à l'intérieur, c'était en même temps que je ne pouvais pas me tromper. C'est-à-dire qu'il y avait une vérité qui ne reposait pas sur moi, mais dans laquelle j'étais plongé, et que ce vécu, cette manière d'appréhender la réalité, c'était réel, et c'était tellement réel que ça enchantait mon rapport au monde. C'est-à-dire que ça m'ouvrait des perspectives de vie, de lumière, de passion que je ne voyais pas chez beaucoup. Et donc, à la fois, d'où l'ambivalence, je n'ai pas de place, et donc une fermeture. J'ai connu quelques très rares phases de mutisme sélectif, donc je pense que d'un côté, eh bien, je me ferme. Je n'ai rien à voir avec ce monde-là, mais de l'autre, je voudrais faire toucher du doigt la réalité, la vérité de ce que je porte, de ce qui me porte et me transporte. Et donc à la fois, ce que je dirais à la fois la mort et la vie, en fait, c'est un combat entre la mort et la vie, hein, puisque d'un côté, il y a un mécanisme de mort, il faut le dire, de fermeture,
et de l'autre, il y a une lame de fond qui est une force de vie, un courant de vie, de lumière et d'amour, je dirais, qui me porte et qui est là et qui pourtant, parce que c'est mon monde cela, et qui pourtant me tient séparé par une sorte de mur invisible de ce qu'on appelle le monde, auquel j'ai conscience de ne pas appartenir, et qui veut que je lui appartienne. Voilà. On est nombreux à Eric à vivre ça. Moi, j'ai l'impression, comme je dis souvent, de pas avoir été livré sur la bonne planète, et je continue à le penser, mais maintenant je sais pourquoi. Qu'est-ce qui fait que, parce que vous avez choisi ce que vous dites dans vos deux positions, vous auriez pu, comme un certain nombre de personnes, décider de vous auto-suicider en restant vivant, de vous auto-mutiler, de partir en guerre, de partir avec de la haine, et il y en a, et je les juge pas, enfin, qui savent pas faire autrement que prendre cette voie-là qui est tout à fait compréhensible. Et vous faites le choix de traverser. Je me disais, c'est un peu la voie du samouraï. Le samouraï, c'est un combat avec soi-même, au fil, au fil de rasoir ou au fil de la lame, et de décider de traverser ça, malgré avec le mur invisible qui est profond. Moi, on me disait que j'avais un matelas quand j'étais enfant, c'est extrêmement traumatisant à vivre ça, parce qu'il n'y a pas les mots en plus. Pour expliquer les mots, de toute façon, ils se retournent contre nous, de mauvaise volonté ou de trucs tout pourris. Ce qui est assez terrible, c'est que si on se tait, c'est un problème, mais si on parle, c'est encore plus un problème. Donc c'est une espèce d'injonction paradoxale négative, c'est j'ai le choix entre un problème ou un problème. Qu'est-ce qui a déclenché, si vous savez, de choisir cette voie royale, parce qu'elle est magnifique, de l'amour, de l'accessibilité, tout en sachant complètement que de toute façon, c'est pas de l'identification, et en même temps, la question de la manière dont vous avez nommé votre posture, d'altérité, versus la différence. Alors, qu'est-ce qui a fait disons, je pense qu'il y a quand même une expérience intérieure, et là que je ne rattache pas nécessairement au TSA ou HPI, mais qui est une expérience que j'appellerais métaphysique ou spirituelle, pour moi qui est fondatrice. C'est l'expérience que j'ai faite tout jeune, déjà d'avoir une intériorité. Bon, ça, je le savais, il y avait un monde intérieur qui était incommensurable par rapport au monde extérieur, mais que cette intériorité, elle était habitée par une présence qui était l'amour même, et un amour qui n'avait rien à voir avec tout ce qu'on appelait amour, mais un amour pur, un amour absolu, qui méritait toute mon adoration. C'est-à-dire que tout à coup, mon intériorité devenait un espace qui était l'habitacle, la demeure d'une présence tellement réelle et en même temps impalpable, invisible, mais tellement réelle, qui était l'amour même. J'étais aimé de façon irrévocable. Et cela n'était pas une certitude, mais c'est une évidence. Je fais la différence entre les deux. L'évidence, elle s'impose sans violer quoi que ce soit, en quoi que ce soit votre intériorité. Vous la reconnaissez par la lumineuse clarté, justement, la saveur qu'elle laisse en vous. C'est indiscutable. L'évidence est indiscutable. Elle a un caractère intrinsèquement indiscutable. La certitude, c'est ce que l'on conquiert au fil d'efforts qui vous permettent enfin de dire « je suis certain, je donne mon adhésion ». Non, là c'était une évidence. C'est cette expérience intérieure, donc évidemment, je le dirais ainsi, ça a été celle d'être rejoint dans mon altérité par une altérité radicale, le tout autre. Et c'est-à-dire que mon altérité ne me condamnait pas à l'isolement, parce que j'avais fait l'expérience que, au cœur de cette altérité, j'étais rejoint par une présence absolue. Alors, je pense que c'est là, sans doute, la source
non pas de ce que vous appeliez en effet à juste titre résilience, hein, mais transformation. C'est-à-dire que une métamorphose pouvait s'opérer, un chemin finalement irréductible était ouvert. Devant moi, tu as ouvert un passage. En fait, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Voilà. Et quoi que le monde me dise, quoi que l'on essaierait de me dire ou dont on souhaiterait me convaincre, cela est, cela est. Et je ne peux pas le discuter. Je pense que c'est là. Et ensuite, et sans que ce soit en effet, comme vous l'avez dit, de l'identification, je pense que j'ai perçu des figures, euh, des trajectoires de vie qui, pour moi, reflétaient quelque chose de cela. Et en général, c'était des personnalités hors normes, Hélène Keller, Marie Curie, Albert Schweitzer, enfin, qui étaient des amis pour moi. Et je voyais en eux ce que cela pouvait dire, de faire chemin, de traverser tous les obstacles, portés seulement par l'évidence d'une vie plus forte que toutes les forces de mort. Voilà, donc je dirais que c'est cela qui a été fondateur, je crois vraiment, et qui m'a peut-être sauvé, je n'en sais rien.